Un deuxième mécanisme qui permet la formation de systèmes distensifs et donc de failles normales, c'est les processus d'extension d'arrière-arc. Ce schéma vous illustre la formation de l'extension d'arrière-arc. Vous avez une plaque océanique en verte qui subducte sous une plaque continentale en rose. Et au niveau de la zone de subduction, vous avez un arc volcanique qui se forme avec des petits volcans en noir. Et derrière cet arc volcanique, vous avez une zone en extension, ici notée Bark-Arc Rifting. Alors comment se forme ce système? À mesure que la plaque océanique subduque en profondeur, elle va fondre. Et d'autant plus que cette plaque océanique est souvent riche en sédiments, riche en eau, et donc ça va favoriser la fonte. Et cette fonte va générer du magma qui va créer donc l'arc volcanique, et en plus, la chaleur, la fonte va générer une cellule de convection au-dessus de la plaque subductante, et cette cellule de convection va remonter la chaleur, générer un flux de chaleur vers la surface qui va générer l'extension d'arrière-arc. Donc ça, c'est un premier mécanisme. Le deuxième mécanisme, c'est pour différentes raisons, vous pouvez avoir la zone de subduction qui va faire ce qu'on appelle un rollback, qui va se retirer petit à petit. Vous pouvez toujours avoir de la convergence, mais par exemple le poids de la plaque qui subduque est trop importante, et donc elle va avoir tendance à s'enfoncer de plus en plus avec un mouvement de rotation, et ce mouvement de rotation va générer une extension à l'arrière de la zone de subduction. Donc vous avez toujours une convergence, une subduction qui opère, mais la plaque qui subduque va avoir tendance à se retirer, à tourner petit à petit, et en tournant petit à petit, elle va générer de l'extension derrière l'arc. Alors, un exemple d'extension d'arrière-arc, eh bien, on peut prendre la mer Égée, puisque au niveau de la mer Égée, vous avez la plaque anatolienne qui est au contact de la plaque africaine au sud, la plaque africaine qui remonte vers le nord, qui va rentrer en subduction sous la plaque anatolienne, et à l'arrière de cette zone de subduction que vous avez ici, la grande zone de subduction. À l'arrière de cette zone de subduction, vous avez une zone d'extension majeure qui correspond à tout ce qu'on trouve au niveau de la mer Égée, au niveau de ce cercle rouge. On va regarder une coupe qui traverse cette région-là. Eh bien, si on regarde cette coupe, on a la zone de subduction à droite avec la plaque africaine qui rentre en subduction, et puis un arc volcanique qui va par exemple être tout le volcanisme qu'on peut trouver au niveau de la Crète ou de Chypre. Et puis à l'arrière de tout ce système, on a de grandes zones en extension avec des grandes failles plates que vous avez ici en bleu, que je vous souligne en rouge. Et puis toutes les séries de failles normales qu'on a plus en surface dans la croûte supérieure. Donc voilà un exemple de bassin d'arrière-arc, c'est ce qu'on trouve au niveau de la mer Égée. Vous avez en rouge là schématisé des circulations asténosphériques dans le manteau qui correspondent à la mise en place d'une cellule liée à la fonte de la plaque subductante. Associé à ce genre d'objets, en particulier pour la mer Égée, on a ce qu'on appelle les corps complexes qui sont formés au-dessus des zones de détachement. Donc ça, c'est un autre système, un autre mécanisme qui permet d'avoir de l'extension, c'est la formation des corps complexes. Là, on va rester sur l'exemple de la mer Égée. En fait, on va zoomer sur donc, une des zones dans l'extension que je vous ai montré précédemment. Et en fait, lorsqu'on zoome sur ces zones, voilà le genre de géométrie qu'on a. On a une partie supérieure avec un ou deux grands détachements, donc des grandes failles plates, sur lesquelles viennent se brancher des failles plus verticales, failles qui génèrent plein de petits bassins dans lesquels on a de la sédimentation. Et sous le détachement, en fait, on va avoir une remontée de matériel très profond de la croûte inférieure, migmatite, plutonique, granite, donc des roches qui sont associées à du magmatisme ou à de la fusion partielle pour les migmatites. Et donc, c'est ça la caractéristique d'un corps complexe, c'est vraiment ces deux choses, la présence d'un détachement plat, avec au-dessus des roches de la croûte supérieure
qui sont déformés à la faveur de failles normales, qui génèrent des bassins dans lesquels on va avoir de la sédimentation. Et la deuxième chose, en dessous, c'est la remontée de matériel profond, magmatique, voire associé à de la fusion partielle. Donc ce genre de choses, eh bien, on l'observe en Grèce, mais pas que. Là, c'est un autre exemple, un schéma 3D fait par Hakenfossen pour un objet observé en Norvège. Et en bas, à droite, vous avez une petite animation qui vous illustre la formation d'un corps complexe. Donc la remontée de matériel profond, la formation d'un détachement sur lequel viennent se brancher un certain nombre de petites failles en surface et de la sédimentation associée dans tous les petits bassins de surface. On va passer maintenant à une quatrième contexte géologique dans lequel on peut avoir de l'extension. C'est de l'extension qu'on appelle sein orogénique. Alors c'est un peu particulier et un peu contre-intuitif, c'est-à-dire qu'on a de l'extension. Alors on va prendre un exemple marquant qui est la collision entre l'Inde et l'Asie, donc la formation de l'Himalaya. Cette collision a commencé à peu près il y a 50 millions d'années. S'en est suivi la formation de la plus haute chaîne de montagnes au monde connue, l'Himalaya, et du plateau du Tibet, qui est également un plateau de très haute altitude, plus de 5000 mètres d'altitude. Donc on est dans une zone de convergence intense, on forme des reliefs, on a une zone de compression, et malgré tout, on a de l'extension. Alors, c'est illustré par cette suite de petites coupes. On a une coupe simplifiée de la zone de collision entre la plaque indienne à droite et la plaque asiatique à gauche. Donc la formation de grandes failles inverses et de grands chevauchements. Mais on va avoir dans la partie centrale, alors je ne vous explique pas les raisons qui sont encore assez débattues pour ça, mais le fait est que dans la partie centrale, on va avoir un bloc qui va s'extruder et qui va à l'arrière générer une grande faille normale qu'on appelle la faille nord-himalayenne. Donc cette grande faille, vous l'avez ici entre, donc je la souligne en rouge, avec un bloc, le bloc nord qui descend par rapport au bloc sud et donc la formation d'une grande faille normale. Voilà, on voit mieux le déplacement du bloc avec l'extrusion du bloc central qui génère une grande faille normale à l'arrière. Donc cette grande faille normale, en fait, on peut la retrouver un peu partout le long de l'Himalaya, et elle se trouve à la base des grands reliefs des plus hauts sommets, qui peuvent être comme sur cette coupe que vous avez en haut, le sommet du Nilgiri, mais à la base de l'Everest, à la base du Dhaulagiri, à la base de la plupart des grands sommets, vous allez trouver cette grande faille normale qu'on appelle la faille normale himalayenne, FNH, et qui met en contact des séries profondes des gneiss, des granites, donc des roches plutôt de la croûte inférieure, avec des roches sédimentaires, des calcaires, des grès qui ont été déformés suivant des grands plis que je vous ai déjà montré lors d'un premier cours, plis qui ont des amplitudes de plusieurs kilomètres et qui constituent les plus hauts sommets de l'Himalaya. Donc à la base de ça, il faut savoir qu'on a une grande faille normale. Donc c'est un peu contre-intuitif. Dans la plus grande chaîne de montagnes du monde, une zone de convergence intense, une zone de compression intense, on a malgré tout un contexte qui permet la formation d'une grande faille normale. Plus proche de nous, au niveau des Alpes, il faut savoir que récemment et depuis plusieurs millions d'années, il y a également la formation de failles normales. Pour preuve, si on prend donc un zoom dans la partie des Alpes françaises, vous avez un schéma structural ici à droite des Alpes françaises, en grande partie française. Et puis on a encore une fois des mécanismes au foyer, donc qui sont tous ces petits ballons de plage que vous avez au cœur de cette carte. Et en fait, ces ballons de plage correspondent à des événements sismiques qui ont été enregistrés. Et pour chaque ballon de plage, comment on interprète ça? En fait, c'est comme une projection stéréographique, c'est une projection stéréographique avec deux plans possibles pour la faille en profondeur. On ne sait pas lequel des deux plans est le bon, mais on a au moins deux possibilités. Et la zone blanche correspond à une zone en compression et la zone noire correspond à une zone en distension. Donc vous voyez que toutes les zones dans la partie centrale des Alpes
toutes les zones en compression sont au cœur des stéréos, donc correspond à une zone en compression qui va être verticale, donc une contrainte maximale qui est verticale, et une zone en distension, une contrainte minimale qui va être plutôt donc sur l'extérieur du ballon de plage, donc plutôt sur l'horizontale. Donc ce qui fait qu'on a là des mécanismes au foyer dans le cœur des Alpes pour la plupart qui sont en extension, donc en faille normale. Donc quelle est l'origine de cette extension dans les Alpes? Alors, on peut sans rentrer dans les détails, parce que là, ça va un peu loin par rapport à votre niveau et au cadre du cours. Euh, on peut expliquer la formation de ces failles normales au cœur des Alpes par ce qu'on appelle de l'effondrement gravitaire. Donc, il faut, pour simplifier à l'extrême, on peut prendre le cas de ce morceau de fromage de Brie là, qui est situé entre deux fromages de Gouda, donc qui correspondent aux extrémités des Alpes, si vous voulez. Et le morceau de Brie, c'est les Alpes. Et en fait, le morceau de Brie, comme les Alpes, est trop épais et il ne peut pas soutenir lui-même son poids, entre guillemets, et il va avoir tendance à s'effondrer gravitairement. La conséquence, c'est qu'il va fluer latéralement, et donc il flue vers nous et il flue également latéralement, et vous allez avoir de l'extension au cœur de la zone de Brie, qui correspond à l'extension au cœur des Alpes, et puis de la compression sur les extrémités. Donc je ne rentre pas trop dans le détail là-dessus. Retenez que vous pouvez avoir de l'extension au cœur des grandes zones orogéniques, soit par des contextes particuliers, comme c'est le cas en Himalaya, soit par des processus gravitaires, et le fait qu'on fait un épaississement tellement important qu'il n'est plus stable, et en gros on va avoir tendance à effondrer ensuite cet épaississement. Donc je reste très prudent là-dessus, puisque pour ce qui est des Alpes, c'est un modèle proposé qui est probablement valide pour certaines régions des Alpes, mais pas partout, et qui est en tout cas encore très discuté. Mais l'idée, c'était au moins de vous expliquer une possibilité pour l'origine de cette extension au cœur des Alpes, alors qu'on se trouve dans une zone orogénique en convergence.